Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La violence en France, faire face à la violence en France, au nom de la protection de l'enfance. Et mineur violent, état inconsistant pour une révolution pénale. Bonjour Maurice Berger. Bonjour M. Berkov. Bonjour, je suis très heureux de vous recevoir. Je vous ai déjà reçu, vous êtes psychiatre, vous êtes pédopsychiatre et vous vous occupez depuis des décennies de ce qu'on appelle la jeunesse violente. Et justement, chaque fois qu'on vous avez entendu, qu'on vous lit, vous avez des points de vue qui sortent du ronron qu'on entend en général sur on ne peut rien faire, voilà, c'est comme ça, l'état de violence, le sentiment d'insécurité, l'insécurité, la France est orange mécanique pour les uns, des faits divers pour les autres, tout ce qu'on entend, d'une espèce de gloubi-boulga de mots. Et vous, je voudrais qu'on revienne là-dessus, Maurice Berger, parce que votre titre, déjà le titre de vos plus récents, le livre le plus récent, c'est un mineur violent, état inconsistant. Mais on a l'impression que c'est comme ça depuis des décennies. Est-ce que quelque chose a changé? Ou est-ce que ça s'est aggravé? Ah, ça s'est nettement aggravé. C'est pour ça que j'ai écrit ce dernier petit livre. Ça s'est aggravé au sens où il n'y a plus que très peu d'endroits sur le territoire français où on est en sécurité. Donc ça s'est étendu. Cette violence s'est rajeunie. On a maintenant des meurtriers âgés de 13 ans. Et depuis le Code pénal de la justice des mineurs, nous avons une augmentation de l'érosion de la peine. Donc oui, ça va nettement plus mal. Les chiffres 2022 du ministère de la Justice, c'est 28 000 mineurs de moins de 13 ans déférés devant les tribunaux, dont 4 000 de moins de 10 ans. Voilà. 4 000 de moins de 10 ans. Ouais, c'est impressionnant juste par rapport à ce que vous disiez. Vous savez que Maurice Berger, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ministre de la Justice, disait dans une interview il y a 2 ou 3 jours à Guillaume Pley, il disait, il allait même plus loin que vous, il disait il n'y a plus d'endroits safe, disait-il, en France. Carrément. Et lui, ministre de l'Intérieur pendant X années. Eh bien, je dirais qu'il a mis du temps pour le dire. Ouais. Je me rappelle encore M. Darmanin disant « Je suis à 10 000 lieues de penser, par exemple, qu'il y a un lien entre violence et immigration. » Ouais. Il l'a reconnu par la suite. Donc, mais il n'y a pas que... Bon, tant mieux s'il le reconnaît. Moi, je suis content de voir que il va pouvoir essayer d'agir sur cette réalité. Oui, alors justement, on va en parler parce que justement vous parlez d'un côté mineur violent, de l'autre côté l'état inconsistant et on va parler de l'érosion effectivement de la peine mais je voudrais revenir, Maurice Berger, qu'est-ce qui fait le mineur violent, et qu'est-ce qui fait, je me rappelle, on avait eu une conversation il y a 2 ou 3 ans pour l'un de vos livres, et vous disiez, au fond, moi ça m'avait frappé ce que vous aviez dit à l'époque, vous avez dit, eh bien, ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour un regard, pour quelque chose dans un bus et ailleurs, vous dites, eh ben, et vous avez eu des confessions de mineurs là-dessus, eh ben oui, il faut aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, on ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui fait que cette espèce d'absence, qu'est-ce qui crée cette absence de limite? On casse la gueule, mais on va plus loin que casser la gueule, on le laisse pour mort. Oui, effectivement, il faut éliminer celui qui gêne. Et derrière cela, on a des processus psychiques complexes. Je dois dire que je n'ai pas... il y a quelque chose de mystérieux dans ce besoin d'éliminer complètement l'autre. Ouais. C'est un mode de relation à autrui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans lequel il n'y a pas de culpabilité, pas de remords et pas d'empathie. Plus exactement, aucune empathie périphérique. Parce que ces mineurs ont ce qu'on appelle une empathie proximale, c'est-à-dire qu'ils ont de l'empathie pour leur propre famille,
Quand un mineur viole une jeune fille et il dit elle était consentante, c'est pas grave, et puis là, évidemment, c'est filmé et on voit sur le film qu'elle n'est pas du tout consentante. Ouais. Et si je lui pose la question, qu'est-ce que tu dirais si on avait fait la même chose à ta sœur? Ah ben, j'irais le tuer. J'irais tuer l'auteur. Donc, on n'a pas cette empathie périphérique. Et alors, ce qu'on sait, c'est que très souvent, il y a quand même eu des négligences dans la petite enfance. C'est-à-dire, on n'a pas éprouvé particulièrement d'empathie pour ces mineurs lorsqu'ils étaient bébés, lorsqu'ils étaient tout petits. De grosses négligences éducatives. On sait aussi qu'il y a, j'en ai parlé, un fonctionnement clanique. Un fonctionnement clanique, c'est le code de l'honneur prime sur tout le reste. Ouais. Donc, je défends l'honneur de ma famille dès qu'on me critique un peu. C'est comme si on critiquait toute ma famille. Donc, le principal, c'est j'élimine celui qui critique. C'est impressionnant. Hein, là, récemment, Oui. j'ai parlé, je parle avec un mineur et je lui dis, violent, très violent, je lui dis, je voudrais rencontrer tes parents. Et il me répond, c'est impossible. Je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, parce que vous n'êtes pas fait comme nous. C'est-à-dire, je ne fais pas partie du clan, donc je suis fondamentalement un étranger, je ne pourrais pas comprendre. Et puis, là c'est vrai qu'il y a, comment dire, j'y réfléchissais encore avant l'émission, et cette espèce de toute-puissance qui consiste à faire littéralement disparaître l'autre. Parce qu'il ne suffit pas de le tuer. Après, vous avez bien vu les vidéos sur lesquelles on s'acharne. Ouais. On s'acharne. Voilà. C'est qu'il ne doit plus exister. Enfin, il faut vraiment le faire disparaître, il ne doit plus exister. Il faut le massacrer, quoi. Oui. Ouais. Ah ben, on ne peut pas le laisser blesser. C'est encombrant. Encombrant parce que il y a quelque chose d'insupportable dans le fait de voir le corps de la personne abîmé, mais encore vivant. Donc il faut mettre fin à tout ça. Ouais. Et, on peut le relier avec l'érosion de la peine, c'est-à-dire que actuellement, beaucoup d'homicides ou de tentatives d'homicide sont déqualifiés. C'est-à-dire que ça devient coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. Ouais. Alors, ce qui se passe, disons, de mon côté, c'est que je travaille en même temps comme psychiatre en réadaptation fonctionnelle pour adultes. Ouais. Et je vois des victimes. La photo actuelle, c'est que j'ai 4 personnes victimes d'agression dans mon service actuellement, dans ma clientèle. Et je leur demande de m'amener la décision du tribunal. Ouais. Et c'est effrayant. C'est-à-dire que c'est des sursis ou des peines de quelques mois au maximum avec le bracelet à domicile, mais pas de prison ferme pour les mineurs. Et, donc Et ces gens-là, pardon Maurice Berger, les gens que vous avez justement, que vous traitez, ils ont été très durement agressés? C'est des agressions fortes, très dures? Ah oui, mais une question que j'ai, c'est quelle représentation se fait un juge d'un cerveau qui saigne de partout? Est-ce qu'il se rend compte de ce que c'est? Ouais. Et donc moi j'ai d'un côté le patient, ses IRM, sa souffrance psychique, les dégâts énormes au point de vue capacité de réfléchir, impulsivité, dépression, des gens qui ne peuvent plus travailler, le jugement. Et les autres jours, j'ai des jeunes qui me disent littéralement, de toute manière, je sais que même si je fais quelque chose de grave, je n'irai pas en prison. Ah ouais. Donc c'est ce qu'on appelle blessure réelle, peine virtuelle. C'est fou. Ils ont cette conviction, ils vous disent ça, oui. De toute façon, oui, je peux y aller, voilà, je risque pas grand-chose, quoi. Il y a le cas qui s'appelle Henri, qui est bien décrit, qui a été très documenté. C'est un mineur lardé de coups de couteau, tué après avoir été lardé de coups de couteau. Et c'est coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. Ouais, d'accord.
C'est terrifiant. Mais alors, dites-moi, cette érosion pénale, justement, Maurice Berger, on en parle, elle date de quand? Enfin, je veux dire, sans qu'il y ait un jour précis, bien sûr. Pourquoi cette érosion pénale et pourquoi, c'est quoi? On a plus il y a pas assez de prisons, et il y a quoi? Il y a un laxisme, il y a tout ça à la fois. C'est les motifs les causes de cette érosion. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne, il n'y a pas de place dans les prisons, ma réponse est non. Parce que, autant pour les majeurs, dans les maisons d'arrêt, on est à 140% de taux d'occupation en moyenne, ce qui d'ailleurs est scandaleux. Oui. Mais pour les mineurs, on a quelque chose comme 62% de taux d'occupation en moyenne. C'est-à-dire, d'un côté, les établissements pénitentiaires pour mineurs, et d'un autre côté, ce qu'on appelle le quartier pour mineurs en maison d'arrêt, qui est la cellule. Oui. Donc, on a de la place. Donc, c'est un autre problème, c'est un problème idéologique. Alors, c'est un problème idéologique C'est-à-dire, oui. qui est vaste. Vous savez que l'ordonnance de 45, demandée par De Gaulle pour la délinquance des mineurs, disait qu'il doit y avoir une primauté sur l'éducatif par rapport au répressif. C'est justifié parce qu'avant, c'était vraiment des maisons de redressement, des maisons de correction. Ouais. C'était une violence sur mineurs. Nous sommes 80 ans plus tard, 80 ans, oui, plus tard. Oui, 80 ans, absolument. Ouais. Bon. On a toujours des personnes qui maintenant annonnent, puisque ce n'est plus valable. La violence a changé de nature. Elle s'est rajeunie, elle va jusqu'au bout. Il n'y a plus aucune culpabilité. Et donc, nous avons des éducateurs, certains, pas tous, mais en particulier de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons des politiques. Nous avons et ça a été ma surprise, des avocats, des différents conseils, des différents barreaux, Oui. qui continuent à annoncer cela, et ce qui a été directement à l'origine de la mort d'Elias, c'est-à-dire ne pas mettre de butée. Alors je m'explique. Oui. La question, c'est celle de la prison. Et la prison est très très mal comprise actuellement. Alors on rabâche là aussi, depuis Victor Hugo et puis Michel Foucault, la prison est l'école du crime. C'est faux. Rappelons-nous la phrase de la magistrate, Madame Béatrice Brugère, qui dit « l'école du crime, c'est avant la prison ». Et ça, c'est extrêmement important. Ouais. Alors, et on oublie ça, oui. Que des multi-récidivistes. Donc on dit les résultats ne sont pas bons. En fait, ils ne sont pas si mauvais que ça, d'ailleurs, si on regarde les chiffres. Et on ne comprend pas que la prison a trois fonctions. La première, c'est une sanction, parce que, effectivement, la sanction fait partie de l'éducation. Et en France, on n'arrive pas à articuler la sanction et l'éducatif. C'est quelque chose de mystérieux. Le deuxième point, c'est que la prison, c'est une butée qui montre aux mineurs que c'est grave. C'est-à-dire que c'est un miroir. Actuellement, c'est un mur, oui, c'est un mur. Comme on a des peines qui signifient aux mineurs, mais c'est pas grave ce que tu as fait, on a d'un côté des juges, pas tous, on a des juges qui sont beaucoup plus sévères et campés dans la réalité. Mais on a un mineur qui dit ce que je fais, c'est pas grave, et un juge qui prend une mesure qui signifie que c'est pas grave. Ouais. Donc, ces mineurs, le seul miroir qu'ils ont, c'est est-ce que je vais prendre cher? Donc, ça ne les aide pas de ne pas proposer une incarcération. De ne pas continuer. Le troisième point, c'est que la prison, c'est un arrêt d'agir. Étymologiquement, prison, c'est prise de corps. Donc, il ne peut plus frapper. Et à ce moment-là, il peut, pour ceux qui arrivent, commencer à réfléchir, à penser. On va en parler juste après, parce que ce qui est très important, c'est de donner des cas à Maurice Berger après cette toute petite pause. Et je vous signale que si vous avez envie d'intervenir, évidemment, de poser des questions à Maurice Berger et d'intervenir dans notre entretien, 0826 300 300, je rappelle, 0826 300 300. À tout de suite, c'est au cœur de ce qui se passe notamment en France aujourd'hui et ailleurs. La violence, à quel prix
au sens le plus pluriel du terme, bien sûr. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et nous sommes plus que jamais avec Maurice Berger, psychiatre et pédopsychiatre. Et justement, c'est très intéressant, Maurice Berger, parce que vous avez à la fois, vous soignez, vous vous occupez à la fois de victimes d'actes violents et très violents. Et comme vous dites, la vie entière, même s'il n'est pas mort, la vie entière de la personne est affectée. Et puis, vous vous occupez aussi, et depuis longtemps, des mineurs violents et ultra-violents, justement. Et vous avez ce point de vue transversal qui est très important aujourd'hui. Et je voudrais simplement revenir, parce que c'est intéressant d'illustrer, vous avez dit l'affaire Thomas est tout à fait exemplaire là-dessus. Je voudrais que vous rappeliez cette affaire de Thomas. Thomas ou Elias? Elias, pardon, excusez-moi, Elias, voilà, je parlais de Thomas. Oui, c'est autre, Thomas, c'est autre chose, c'est l'histoire de Crépol, c'est autre chose. Bon, les éléments que j'ai, comme tout le monde, c'est que on a un mineur qui a commencé ses faits de délinquance à 13 ans. Oui. Qui commet des actes violents de manière répétée. Et là, d'emblée, on est face à un problème majeur qui est ce que j'appelle l'obsession de la récidive. C'est-à-dire que les tribunaux, les juges des enfants, je préférerais d'ailleurs dire juges des mineurs, Oui. Considèrent qu'il y a une sorte de... Alors pas tous, hein, mais beaucoup de juges des mineurs considèrent qu'il y a une sorte de droit de premier tabassage. C'est-à-dire qu'il faut donner une chance à un jeune, mais sans tenir compte de la gravité de l'acte. Parce que c'est vrai que nous avons tous pu faire ce que j'appelle les conneries de l'adolescence. Oui. Enfin, mais, pas jusqu'à aller tabasser ou presque à mort quelqu'un, quoi. Voilà, c'est sûr. on n'a pas fait couler le sang. Ouais. On n'a pas coulé le sang, on n'a pas fait d'extorsion sous la menace d'une arme, on n'a pas brisé une articulation, etc., etc. Donc on voit le premier point, l'obsession de la récidive. Ensuite, il y a le code de la justice pénale des mineurs, qui est une authentique catastrophe idéologique, qui dit qu'il y a une césure. Donc ce mineur passe devant le tribunal et il va y avoir un délai de 9 mois, 6 ou 9 mois, pour voir comment il évolue avant que la sanction soit prononcée. C'est fou. C'est systématique, ça. La césure est systématique, c'est dans la loi. C'est systématique pour tout mineur. Oui, c'est dans la loi. Ouais. Alors, évidemment, s'il y a un meurtre, en fait, on a un dispositif où il faut aller pratiquement jusqu'à un meurtre pour que toutes les mesures signifiant la gravité soient mises en place, c'est-à-dire détention. Donc, ce mineur est laissé en liberté, et là, j'ai entendu mais il n'y avait pas assez de moyens, mais il n'y avait pas de place. Alors, peut-être que certains centres éducatifs fermés sont pleins, mais il y avait de la place dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est important de le savoir. Ensuite, il y a la terrible agression avec, comme à la machette. Donc on n'est plus dans le port du couteau, on est dans le port vraiment d'une arme destinée... Oui, d'une arme létale, terrible, la machette. Alors que le jeune Elias donne son téléphone, il est quand même tué. Ce qui... Donc c'est aller jusqu'au bout. Et il y a une chose dont on n'aime pas parler, c'est le plaisir de tuer. Le plaisir d'agresser, et c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, qui est plus fort chez certains, et ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à contenir ces mouvements pulsionnels. Bon, donc, ensuite, il y a encore une autre chose. De quelle manière, quels sont les principes de la justice à ce moment-là? Je trouve qu'il manque, mais aussi au niveau des politiques de certains éducateurs et certains magistrats, il manque un principe fondamental. C'est-à-dire, quelle société voulons-nous? Et est-ce que le premier principe, c'est la protection de la sécurité physique
du corps, c'est-à-dire du corps des individus. Ouais. Et il faut appliquer dans le cas d'Elias. Et je peux vous dire que ce principe n'est pas actuellement au cœur de la pensée législative, de la pensée judiciaire et de la pensée éducative. Et pourtant, c'est essentiel. Mais Boris Berger, je pensais naïvement que l'État était là, que les appareils d'État étaient là, notamment effectivement la police, la gendarmerie et autres, qui avaient le monopole en principe de la violence légitime, hein, rappelons ça, le monopole de la violence légitime pour protéger les citoyens. C'est acte premier, disons. Mais apparemment, ce n'est plus du tout le cas, si cela n'a jamais été. Effectivement, nous avons délégué à l'État l'usage de la force en échange de la protection de notre sécurité, en particulier physique. Oui. Cette protection, elle est assurée réellement, dans un premier temps, par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que, oui, elles remplissent cette fonction, on peut compter sur elles. Mais après, quand on passe au niveau judiciaire, ça n'est plus, eh bien la preuve, très souvent, ça n'est plus le cas. Ouais. Et alors, le résultat, c'est que comme on ne se fixe pas cet axe comme prioritaire, on légifère toujours en retard par rapport à l'aggravation de la justice. On est toujours en retard. Donc on rajoute un bout de loi, on durcit une loi, parce que, mais c'est toujours trop tard, parce qu'on n'a pas fixé ce cap, cet axe prioritaire. Je vais dire les choses autrement. Nous avons affaire à... Il y a deux sortes de délinquance. Celle que j'appelle la délinquance par manque d'autorité. Oui. C'est l'atteinte aux biens, les incivilités, l'absentéisme scolaire, le vandalisme, où là, le rétablissement d'une autorité peut à lui seul servir de butée. Ça peut être une mise en internat, effectivement, une mise en centre éducatif fermé, etc. Oui. Et puis on a une autre sorte de délinquance, qui est la délinquance où ces sujets ne transgressent pas la loi, parce qu'ils n'ont aucune loi dans la tête. Ouais. C'est-à-dire, la notion de loi n'existe pas. Oui, quand on demande à un de ces mineurs de s'arrêter, il n'y a pas de refus d'obtempérer, puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'obtempérer. Pour lui, il n'existe que la loi du plus fort. Et quelqu'un qui ne connaît que la loi du plus fort, c'est-à-dire la violence, doit rencontrer en face de lui une force supérieure à sa violence, une force judiciaire supérieure à sa violence. Ouais. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Et alors, justement, oui, attendez, j'allais dire discrepancy en anglais, cette espèce de distanciation, de déphasage entre effectivement la réponse judiciaire et la violence et de quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est la limite, c'est ce que nous vivons actuellement, il faut bien le dire, et c'est devenu quotidien. On continue d'en parler après cette petite pause avec Maurice Berger. C'est fondamental parce que sinon c'est le tissu social qui se déchire lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue d'en parler. 0826 300 300 avec vous, auditeur de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et avec Maurice Berger, psychiatre et pédopsychiatre, auteur de Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale. La violence, qu'est-ce que c'est et comment la combattre? Et nous avons, Maurice Berger, nous avons deux auditeurs. Nous avons Jean-Pierre qui nous appelle de Leucate. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour André, bonjour Maurice Berger et bonjour à tous les auditeurs bien sûr. On vous écoute Jean-Pierre. Oui. Eh bien voilà, d'abord je voudrais remercier Maurice Berger qui vient de révéler un chiffre très intéressant. On nous raconte tout le temps que les prisons sont pleines. Alors effectivement, il y a un taux de 140%, nous indique-t-il, pour les prisonniers adultes, mais 62% de taux d'occupation pour les mineurs. Et ça, il faut absolument que cela se sache, parce que nous entendons dans tous les médias que les prisons sont pleines et que c'est pour cela que les juges
ne prennent pas de mesures. Voilà, donc félicitations. Vraiment, ce chiffre gagnerait à être connu et merci à André de le faire connaître. Mais il faut que ça se sache ailleurs. Bien sûr. Moi, j'écoute. Voilà. Et nous continuerons à le faire. Oui. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Alors, celui qui vous parle a vécu 5 ans en Algérie et a été intervenant formateur auprès d'une clientèle, si je peux dire, d'immigrés afro-arabo-musulmans. Et j'aimerais, si cela est possible, que Maurice Berger dilue un petit peu, délaye un petit peu l'absence de loi dont il parlait tout à l'heure, le code d'honneur et déshonneur particulièrement valable dans ces nouvelles ethnies qui viennent s'inviter en France, et je ne parle pas des bouddhistes, des taoïstes ni des portugais, et donc la loi de l'absence du père aussi, l'absence du père qui me semble catastrophique dans nos nouvelles sociétés. Voilà, est-ce qu'il peut diluer un petit peu? J'oublie un petit point, j'ai noté, mais je suis un petit peu troublé, alors attendez, j'ai noté, je sais plus où j'ai noté. si, ça y est. Allez-y. Voilà, les conséquences aussi, cette nouvelle immigration depuis les années 60-70 n'est-elle pas une grande partie de sa clientèle, entre guillemets, entre parenthèses. Voilà. Oui, c'est assez lié à ce que vous avez dit. Ok, Jean-Pierre. Oui, Maurice Berger, alors, est-ce que sur ce plan-là, est-ce que vous avez des choses à dire, ça c'est sûr, mais à ajouter par rapport à la question Jean-Pierre? Oui, alors, le premier point, c'est sur le code de l'honneur et ses fonctionnements. Ce que je peux dire, c'est que je travaille presque à 100% avec des éducateurs et des familles d'accueil d'origine maghrébine. Et qui viennent des mêmes quartiers que les mineurs délinquants. Et dans les mêmes conditions économiques, parce que souvent on dit c'est la précarité, et on dit c'est la ghettoisation. Alors je vais expliquer. Je demande à ces éducateurs et familles d'accueil, et pourquoi vous n'avez pas mal tourné comme certains de vos copains? Et la réponse c'est, mes parents me cherchaient à la sortie de l'école, je ne devais pas traîner dans le quartier et je devais revenir à la maison tout de suite, mes devoirs devaient être faits, même quand les parents étaient illettrés. Ouais. Donc, on avait des parents qui avaient un projet parental. Ce projet parental, c'était que leur enfant devienne soit aimable en société, présentable en société, et qu'il soit capable de développer un projet personnel de vie, qui devienne autonome et qui ne reste pas forcément collé au groupe familial. À l'opposé, on a des systèmes familiaux qui sont les clans, dans lesquels on doit penser. Un clan, c'est un corps, avec souvent à la tête un patriarche ou une matriarche, et tout le monde doit penser pareil. On ne peut pas s'éloigner physiquement ou psychiquement. Et donc, ces mineurs n'acquièrent pas une autonomie de pensée. Ils ne jugent pas par eux-mêmes. Et d'ailleurs, du coup, ils sont particulièrement influençables pour toutes les théories du complot, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que la ghettoisation est auto-sécrétée. Un autre point, c'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas. Un autre point, c'est que dans les familles qui avaient un projet parental, il y avait l'idée de s'enraciner dans le pays. Ils le disent tel quel. Donc, d'en intégrer les lois. Et les codes, et les codes culturels et autres. Alors que dans d'autres systèmes, et c'est le problème actuel, on va voir se développer un fonctionnement communautaire. L'exemple typique, c'est celui de Samara, cette adolescente de 13 ans qui décide de se maquiller, de ne pas porter de voile, de flirter un peu avec les garçons, et qui a été rappelée à l'ordre par sa communauté, puisqu'elle a été elle a été frappée très violemment. Il a fallu la mettre dans le coma pour qu'elle ne convulse pas. Donc, normalement, l'adolescence, c'est le moment de tous les horizons possibles. Et quand on est dans un système communautaire, c'est ne pas. Les interdits, bien sûr.
Oui, comme vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, non mais c'est très intéressant, Abdelkader, ce que vous dites, c'est le père qui donne une claque à son fils parce qu'il a volé, et le policier qui lui dit, mais non, il faut pas faire ça, on est en France, faut pas faire ça. C'est vrai, Maurice Berger, il y a aussi ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce que dit Abdelkader, et moi ça me paraît frapper au coin du bon sens, s'il n'y a pas effectivement une discipline à un moment exercée dès l'enfance, d'ailleurs vous l'avez dit de votre côté, la butée, ce dont vous parlez, évidemment le reste, et quand on leur dit non, il faut pas la fesser, c'est pas bien. Moi, je suis pas du tout pour la fesser, mais on fait quoi? On fait l'enfant roi? On fait quoi? Maurice Berger. Moi, je ne désavouerai pas le père qui a donné une claque parce que son enfant a volé. Alors, j'imagine, mon Dieu, les violences éducatives ordinaires, vous êtes en train de lui abîmer le cerveau parce que ça va le stresser, etc. C'est une forme qu'on est. La sévérité est aussi une forme d'investissement. C'est-à-dire, je préfère un père qui fait ça à condition qu'il ne mette pas une rouste et que ça s'en tire là. Je préfère ça à un père qui baisse les bras, d'une certaine manière. Écoutez, on peut s'opposer oui, allez-y, je vous en prie. Un père trop sévère et dire oui, c'était trop dur, mais un père qui dit oh mon Dieu, je peux rien faire. Là, il manque quelque chose à l'enfant. Merci de dire qu'il vaut mieux un père qui quand même réagit à un père qui ne fait rien. Un père sévère, comme disait Jacques Lacan. Je crois que nous avons Philippe, mais on va le prendre juste après cette petite pause. Nous sommes toujours avec Maurice Berger. Et vraiment, lisez ce livre. Je vous renvoie ce livre. Tous ces livres d'ailleurs, mais Mineurs violents, état inconsistant, c'est vraiment ce problème de la faiblesse et de tout accepter qui ne va pas actuellement. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Appel non surtaxé. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Un livre à lire, je le rappelle encore, Maurice Berger, Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale. Et je pense qu'on a besoin de révolution, c'est aux éditions L'Artilleur. Maurice Berger, nous avons Philippe qui nous appelle de Caen, c'est bien ça? Philippe, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour docteur Berger. J'aimerais rappeler une petite chose. Il y a quand même pas si longtemps que ça dans l'histoire, à l'échelle du temps, qu'il existait des bagnes pour enfants. Ça, c'est une petite chose. Oui. Alors, j'espère que vous n'appelez pas à la résurrection des bagnes pour enfants, Philippe. Non. Bon, non, ouais. Mais je vais soumettre une petite piste à André Berger. Alors, on a des problèmes apparemment, effectivement, avec certaines populations issues de différents pays ou autres, divers et variés. Hein. Ça, c'est pas, on le sait. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est pourquoi pas travailler avec des juges ou en tout cas un système juridique issu de ces pays-là. Je ferai le parallèle, André, avec ce qui s'est passé. Rappelez-vous l'accompagnement des policiers français avec des policiers roumains, etc., etc. Oui. On va le transposer au niveau de la justice ou des éducateurs, enfin pas des éducateurs, mais de la justice. Je prends un exemple précis. Imaginez que vous faites des actes comme ça en Arabie Saoudite, dans le Maghreb, en Afrique noire. Vous savez qu'ils en sont à un point où vous avez des gens qui sont démembrés, on peut faire un doigt humain. Oui. Alors, ce qui c'est quand même intéressant, c'est de relativiser les choses, parce que le docteur Berger disait tout à l'heure, oui, vous pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas de notre clan. Mais qu'est-ce qui se passerait si les mêmes actes étaient faits par une population ou des populations qui se revendiquent de cultures différentes, mais là-bas? Mais je veux dire, ils n'ont pas ce problème. Et pourquoi? Parce que c'est impossible, parce que c'est une question presque de... Une question d'aide, je n'ai pas entendu. Oui. Un point de non-retour. Maurice Berger. Beaucoup de mineurs nous disent clairement ça, je ne le ferai pas dans mon pays d'origine. Ah oui. Ils ne le feraient pas, d'abord parce que ça ferait trop honte à leur famille, mais ils ne le feraient pas aussi parce que le système judiciaire
judiciaire est beaucoup plus dur. Et on ne sort pas d'un commissariat en Algérie, un mineur délinquant ne sort pas d'un commissariat en Algérie dans le même état qu'un mineur sort d'un commissariat français. C'est tout à fait clair. Ce qui fait que quand ces mineurs arrivent en France, des majeurs aussi, tout d'un coup, c'est un pays, comme si c'était un pays qui n'avait pas de loi. Je caricature, mais pas tant que ça. Donc ils sont eux-mêmes surpris par le laxisme. Mais ça va plus loin. Mettons dans tel quartier, la population aimerait être protégée, cette population d'origine immigrée. Et elle est elle-même surprise de ne pas être protégée par le système judiciaire français. Ouais. Donc, disons qu'avant d'importer les systèmes judiciaires des autres pays, on a déjà une énorme marge de progrès possible et qui n'aurait rien de révolutionnaire. Et Maurice Berger, juste une chose par rapport à ce que vous dites et pour corroborer, vous avez raison, il y a eu des enquêtes, plusieurs qu'on a fait à Sud Radio, mais ailleurs aussi, où on a vu des familles dans des quartiers où règnent les narcotrafiquants se plaindre effectivement de ne pas pouvoir bouger. Eux-mêmes sont effectivement encadrés, frontiérisés par ces narcotrafiquants. Et je parle de familles d'origine immigration, en fait d'origine immigrée. Donc effectivement, le problème, c'est presque le serpent qui se mord la queue. Mais justement, on va pas aborder, on va refaire une émission avec vous sur la révolution pénale. Mais vous diriez, Maurice Berger, aujourd'hui, quels sont les deux articles qui vous paraîtraient, les 2 ou 3 articles, qui vous paraîtraient le plus important si révolution pénale ou changement pénal ou réforme pénale il y a, qui devraient être appliqués en France pour ne parler que de celle-ci? Alors je peux vous dire qu'il y a des juges qui travaillent là-dessus, sérieusement. Comment dire, le minimum, ça serait tout d'abord une véritable comparution immédiate. Parce que la loi Attal, c'est pas une vraie comparution. Enfin, la loi Attal, c'est pour comparution immédiate, c'est seulement mineur de plus de 16 ans, mineur en récidive, toujours la récidive, mineur ayant commis un délit qui pour plus de 5 ans de prison, mineur d'accord pour la comparution immédiate. Vous comprenez cette espèce d'effet d'annonce de M. Attal en disant voilà, et puis quand on décompose, ça marche pas. Donc c'est comparution immédiate. Et fin de la césure, pardon, je vous pose la question, fin de la césure de ces 9 mois là. Alors, la première chose, abolition totale du code de la justice pénale des mineurs. Tant qu'on en laisse un seul article, on n'avancera pas. C'est le premier point. Abolition totale de la justice pénale des mineurs. Oui. Du code pénal. Du code pénal, oui, pardon. Pénal de la justice des mineurs. Ben, ensuite, il faut que il y ait une spécificité de la justice pénale des mineurs. C'est-à-dire qu'on a des juges des enfants, qu'on appelle comme ça. Or, moi, je trouve qu'à 17 ans, 80 kilos, 1m80, bon, c'est plus vraiment qui font des carjacking terriblement violents. Des rodéos, etc., oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut scinder et que le pénal soit confié à d'autres magistrats. Parce que les magistrats actuels font le mieux qu'ils peuvent. Et là, en étant réellement débordés face à la protection des mineurs, des enfants battus, agressés sexuellement, etc., etc. Et quand on leur demande de passer au pénal, c'est-à-dire qu'à la dimension qui peut accompagner d'une sanction, ils ont beaucoup de mal à tenir ces deux modes de pensée ensemble. Donc ça sera le premier point. Enfin, abolition du code pénal et puis un autre mode de fonctionnement. Et puis après, il y a comparution immédiate réelle. Deuxième point, possibilité de courte peine comme butée, une semaine, 15 jours, très rapidement, dans des établissements spécialisés, pas avec les gros trafiquants. Les grands trafiquants, etc., bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'accord. Et puis encore, suppression de l'excuse de minorité de 50% automatique, mais on doit pouvoir la moduler, dire 10%, 15%, 50% n'a aucun fondement rationnel.
Oui. Voilà, on a... Il y a en tout cas un arsenal, effectivement, que l'on peut mettre en forme, et il faut pour ça le courage et la volonté de le faire. Merci Maurice Berger, merci pour cela. On va reparler avec vous de tout cela, surtout sur le côté pénal. Je rappelle, Mineur violent, état inconsistant pour une révolution pénale aux éditions L'Artilleur. Il faut d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Lucidité, elle est là, le courage, on l'attend. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons